Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Julie. Julie, peux-tu te présenter ? Tout d'abord, bonjour Laurent et bonjour aux auditeurs. Je suis Julie Pouchin, je suis formatrice et ingénieure pédagogique maintenant depuis plus de, je compte même plus, 10 ans de formation, 5 ans d'ingénierie pédagogique et spécialement dans le digital learning. Et j'ai commencé à faire mes armes dans tout ce qui est assurance et banque, donc en formation présentielle. Où déjà à l'époque, je me posais des questions sur la ludification en formation ou comment rendre attrayant parfois des produits en assurance qui sont un petit peu difficiles, en tout cas à digérer pour les apprenants. Et puis ensuite, je suis montée en compétence sur la conception en digital learning pour en arriver à être ingénieure et pas fabriquer, mais en tout cas concevoir des formations en digital pour les entreprises, souvent à destination dans le milieu bancaire et assurantiel, mais pas que. Avec effectivement maintenant, et c'est ce dont j'ai envie de vous parler, une modalité que j'apprécie énormément, qui est l'escape game. Alors pas en présentiel, mais en distanciel, donc tout en digital. Eh bien, écoute, je crois que c'est une super proposition que tu nous fais. Eh bien, on est tout oui. Parle-nous justement de cet escape game digital. Ouais. Alors, en fait, ça se présente comme un escape game, on va dire traditionnel. L'esprit reste le même. Sauf que là, en fait, les salles ou les rooms, si on veut parler en anglais, sont reproduites sur un outil. Donc, sur l'outil, ça peut être ça dépend de ce que vous avez, ce que les entreprises ont choisi. Et donc, on va aller recréer cette ambiance, cette immersion au niveau des salles. Donc là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir projeter notre apprenant dans un environnement qui peut être soit réel, soit imaginé. Donc là, pareil, au niveau des clients, c'est là où on va aller tester la sensibilité. Donc de savoir si on a envie de projeter notre apprenant dans un univers qu'il connaît bien, ou bien si on peut aller créer un univers dans lequel il peut retrouver des éléments dans lesquels il peut projeter finalement ses compétences, ses apprentissages à travers cet escape game. Donc ça, au niveau des codes, on aura toujours une salle. C'est juste que cette salle, elle est dans votre ordinateur. Quand tu parles d'outils, tu peux nous citer un ou deux outils qui peuvent servir à ça ? Alors, celui qui est très connu, c'est VTS Editor, donc qui permet. Alors, c'est un outil qui permet de faire de l'immersive learning. Donc, on peut recréer en fait tout un scénario, créer des personnages, des interactivités, et donc on peut créer ce type de salle. Ou bien, moi, je travaille en collaboration avec le groupe business qui le font en interne avec le groupe Jump qui vont carrément modéliser en fait les salles. Moi, j'ai juste à leur donner finalement l'architecture et ce que j'ai envie suite à mes entretiens avec le client que j'ai envie de remettre dans ces salles. Super. Voilà. Donc pourquoi, j'ai envie de dire pourquoi aussi choisir cette modalité d'escape game, c'est que pour moi en fait c'est un outil pédagogique aussi qui est très engageant, bon ludique, ça on l'a bien compris, mais qui sort un peu du cadre aussi. Parce que c'est vrai qu'aux apprenants, les conseillers bancaires, les conseillers en assurance, on leur demande beaucoup de rigueur, de connaître beaucoup de produits qui sont quand même réglementés, et donc ça leur permet quand même de sortir un peu du cadre tout en apprenant avec une autre façon de captiver leur attention et de les motiver aussi tout au long de la formation. Donc c'est vrai que c'est un petit challenge aussi, c'est
d'essayer d'aller les chercher, de les motiver, de les encourager à bien connaître finalement les produits très techniques assurance à travers finalement une modalité qui se veut originale et vraiment ludique. Dis-moi, lors de ces escape games, ils sont en solo, ils sont en équipe, comment ça marche? Alors là, pour l'instant, les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, on n'est que sur du solo parce que la volonté du client, c'était de pouvoir en fait, donner la possibilité plutôt aux apprenants de le faire en autonomie lorsqu'ils ont du temps ou lorsqu'ils doivent réviser certaines notions. Donc là, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cet esprit d'équipe que l'on peut retrouver dans les escape games traditionnels où on est en équipe, on doit résoudre une énigme. Là, par contre, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de résoudre une énigme, répondre à des quiz, à des rébus. Mais là, par contre, ça va être seul devant son écran. Mais l'idée étant vraiment de se mettre en immersion totale, de sortir du cadre de son agence bancaire et de se plonger dans un univers différent pour toujours s'améliorer, que ça soit en posture commerciale, en posture d'écoute, ou bien sur les produits techniques. Donc c'est vraiment deux choses sur lesquelles on me demande énormément de travailler. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se font les rétroactions, les feedbacks dans cette dimension d'escape game. Au niveau des feedbacks, c'est-à-dire Eh bien, je suis devant mon ordinateur, j'ai une interface utilisateur qui m'immerge dans un contexte, si j'ai bien compris. Je vais réaliser des actions et ces actions, elles sont validées. Et si je me trompe, est-ce que j'ai des feedbacks? Comment ça fonctionne? Comment je suis guidé dans mon apprentissage? oui. Oui, effectivement. En fait, on reprend, si on reprend les codes, par exemple, mon personnage, il va aller cliquer sur, on va dire là, notamment, il est dans un vaisseau spatial et il va aller cliquer sur un bouton. Donc sur ce bouton-là, il va apparaître un jeu. Donc ça peut être un quiz ou bien ça peut être un podcast aussi. On incorpore du podcast parce qu'il y a une mission à faire. Et par contre, si effectivement il se trompe ou si jamais il ne répond pas à la bonne réponse, dans ces cas-là, effectivement, il y a cette possibilité d'incorporer un feedback qui va aiguiller notre joueur et l'encourager aussi à recommencer pour obtenir finalement une partie de l'indice. Très bien, je vois ça. En tout cas, moi, je me suis beaucoup inspirée des jeux vidéo, concrètement, pour citer Tomb Raider, Hitman, pour effectivement recréer une atmosphère. Alors, pas du tout de tueur en série, hein, comme dans Hitman ou Tomb Raider, mais plutôt pour regarder en fait quelles sont les modalités aussi d'interaction, qu'est-ce qu'on peut faire aux personnages pour vraiment aussi m'inspirer des codes de jeux vidéo pour être totalement raccord avec cette idée d'escape game, tout en incorporant les contraintes du client, bien évidemment, et en respectant aussi la ligne de conduite des objectifs pédagogiques, parce que même si je crée un escape game, derrière, moi en tant qu'ingénieur, j'ai quand même mon objectif de réunir les objectifs pédagogiques à travers ces jeux, même si d'apparence, on dirait pas. Ouais, oui. C'est d'ailleurs ça la difficulté. C'est-à-dire que moi j'ai observé plusieurs fois et j'ai mis en œuvre des fois une partie entre guillemets un peu escape game sur de la réalité augmentée. Moi je faisais ça. Et une partie cours traditionnelle. La réalité est que les gens qui font l'escape game s'amusent plus. Par contre, quand on fait les tests de réussite, on voit qu'ils réussissent moins. Parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont été quand même énormément pris par la dimension du jeu et ça crée entre guillemets un petit éloignement avec les objectifs pédagogiques. Comment tu fais toi pour réduire cette distance entre je suis immergé dans le jeu, mais attention, il faut bien rester calé sur les objectifs pédagogiques. Comment tu réalises ça? En ayant quand même en tête que déjà les objectifs pédagogiques reflètent avec la réalité de terrain. Donc, c'est-à-dire que même si, par exemple, je vais créer un décor futuriste ou un décor dans la jungle, pour moi, en tout cas, il va retrouver des situations
des cas pratiques, des questionnements qu'il peut avoir en tant que conseiller qui vont pas non plus l'embarquer trop loin. C'est-à-dire que effectivement la forme est ludique, ça se veut de manière on joue, mais derrière je transpose énormément et il y a des évaluations qui sont à travers ces jeux qui ne se voient pas forcément, mais qui derrière en fait vont quand même pouvoir permettre de donner en fait un niveau de réussite ou pas à l'escape game. Donc il y a ce côté, ok, j'apprends, enfin je m'amuse, mais j'apprends en même temps. Et ça va venir aussi encourager finalement, ancrer et capter finalement ancrer les connaissances, encourager à se dépasser et aussi capter l'attention de notre apprenant. Ouais. Dis-moi, c'est plutôt orienté soft skill ou hard skill ou les deux? Les deux. Alors, soft skills, moi, je fais un push pour essayer de l'introduire de plus en plus. Là, par exemple, j'ai demandé à ce qu'il y ait vraiment des conversations entre l'apprenant et des faux personnages pour justement recréer recréer par exemple un client qui vient en agence ou bien quand il se déplace sur le terrain pour donner vraiment cette illusion de réalité. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et au niveau du soft skills, de justement aller travailler cette écoute puisque on va se servir de podcast et derrière, il va y avoir un questionnaire pour vérifier si la personne déjà a bien écouté son client. Donc ça, effectivement, moi, je œuvre en me disant, enfin, je œuvre et ça me tient vraiment à cœur de développer le soft skills parce que c'est pas parce qu'on est derrière une machine et avec du digital que pour autant, les émotions, l'écoute ne peut pas se faire. Ça, je veux casser tous ces préjugés parce que je pars du principe aussi que lorsqu'on regarde un film, une série à la télé, on a beau savoir que c'est des faux personnages, on n'a pas d'interaction avec eux, on regarde, pour autant ça nous fait quand même vivre des émotions. Là, c'est l'idée de vraiment recréer une vraie discussion, même si c'est une discussion avec un personnage qui n'existe pas ou qui est hors du temps, il va avoir des vraies problématiques auxquelles mon apprenant, quoi qu'il arrive, il sera obligé de répondre. Donc, d'écouter. Et sur les hard skills, en fait, on va concrètement poser une problématique et puis il va falloir aller me chercher le produit qui va bien en me donnant les aspects techniques produits qui vont répondre à la question et qui répondront finalement à la question du client. Donc tout est relié. Ouais, la résolution du problème du client. Exactement. Ah, très bien. Je me pose une question et peut-être il faut qu'on l'aborde aussi. Moi, j'ai un peu l'habitude de concevoir des dispositifs complexes, toi aussi. Est-ce que tu peux nous parler de l'engagement de temps, conception, comment ça marche? Est-ce que tu as des ratios, des choses comme ça à nous partager sur ce que tu construis par rapport à ce que les gens vivent? C'est un quart d'heure d'escape game, qu'est-ce qu'il faut pour le construire? Alors bien sûr, tout est variable, mais tu peux nous en parler un petit peu quand même? Alors sur le timing, grosso modo, en général, moi je prône les 20 minutes parce que sur le temps de travail aussi, ça s'y prête bien. Ça permet de faire une révision facile, on capte l'attention, on avance. Maintenant, pour arriver à ces 20 minutes, c'est beaucoup plus. Ça, tu diras pas le contraire. Et c'est aussi une partie qui est super intéressante. On passe quand même par des phases de réunion, de cadrage, qui sont avec des volumes assez importants. Mais une fois qu'on arrive à arbitrer ce qu'on veut mettre dedans et que le client valide, moi je dirais qu'en fait pour 20 minutes, il faut bien compter en production, je dirais bien 6 jours quand même, sans compter la partie graphique. Oui. Oui, c'est bien de ça dont je voulais que tu parles, que les gens restent conscients, parce que tu vois, par exemple, je vais exagérer un peu, mais j'ai rencontré un client il n'y a pas très longtemps. En gros, il voulait que je lui fasse Avatar, tu vois, mais Avatar 2 quand même, le monde de l'eau. Et il m'a dit, oui, moi j'ai 2000 euros.
Oui, d'accord. Ben, on Voilà. va faire plutôt un projet à la Blair Witch où je vais courir dans la forêt avec mon caméscope à l'épaule, tu vois. Oui, ou alors tu lui fais un truc sur Geniali déjà fait, et Oui, puis c'est voilà. ça. Mais Voilà. Donc c'est important de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose d'excellent. Il faut que le client soit conditionné, il faut qu'il soit prêt, il faut parler de prix, c'est important. Parce que les gens ne parlent pas de prix et du coup ils perdent beaucoup de temps parce que je sais pas, toi tu es consciente qu'il faut passer 6 jours, mais tu n'oses pas lui parler du prix, tu sais, parce que tu as peur qu'il soit pas d'accord. Alors qu'en vérité, il faut l'emmener dans la plus-value de ce que tu construis et la valeur ajoutée qu'il va en retirer lui, de manière à ce qu'il puisse calculer son ROI et avec l'investissement qu'il va faire. Et là, on est réellement sur de l'investissement de formation. après, Tu t'y prends comment, toi, pour cette phase-là? pour cette phase-là, très honnêtement, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment à convaincre là-dessus. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est du sur-mesure. Donc là, j'ai la chance d'avoir un client qui comprend et qui Ouais, est pour du sur-mesure. Donc j'ai pas eu vraiment à batailler sur le nombre de jours de développement et de production. Par contre, sur d'autres projets, oui, effectivement, je peux en parler, ce qui ne sont pas dans l'escape game, où parfois c'est difficile de faire comprendre aux clients que toutes ces demandes, en fait, on a envie de le faire, et de toute façon, si on est dans les règles de l'art et qu'on veut un produit fini et qui soit beau et que les apprenants prennent plaisir et que derrière il y ait, comme tu dis, du ROI, ça demande du temps. hmm. Et le temps, en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans tout ce qui est aussi. En fait, j'ai envie de dire, dans tout le digital learning, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup d'écriture, Hmm. c'est beaucoup de sourcing, c'est beaucoup aller écouter les experts. Et les experts, ils sont hyper importants dans le projet. Moi, je sais que là, dans l'escape game, on fait appel à un expert qui va me valider la partie produit. Et c'est normal. Après, la partie pédagogie, là, c'est moi. Hmm. Mais c'est un travail aussi souvent qui se fait en équipe dans tous les travaux digitaux. Les réunions de cadrage, en fait, on a besoin de tout le monde parce que, en fait, le contenu, nous, on en a, mais les experts vont en apporter. Nous, et ensuite, il faut qu'on le digère, qu'on le retravaille, qu'on le mette en pédagogie. Il y a aussi après, avoir à cœur aussi les apprenants. C'est OK, d'accord, j'ai du contenu, mais comment je vais faire en sorte que mon apprenant il apprenne en Ouais. distance et qu'il comprenne tout ce qu'il Et fait qui puisse l'utiliser, au et cas qu'il puisse échéant. l'utiliser exactement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est et ça je suis totale en tant que conceptrice là-dessus, c'est que c'est beaucoup de temps. Il y a des tableaux qui existent et ça j'aime bien le mettre aux clients qui existent sur le blog de Storyline. C'est Alison Lamotte que je suis Oui. sur LinkedIn qui avait produit un tableau sur le nombre d'heures nécessaires pour développer des modules en e-learning. Et à chaque fois que je montre ça, tout le monde est là, mais non. Mais en fait, si, ça Hmm. prend du temps. Bien sûr. Le synopsis détaillé, le storyboard. Une fois qu'on a le storyboard, les retours clients, qu'est-ce qu'on va écrire? S'il y a en plus des personnages qui parlent, ça veut dire qu'on va changer de ton. En fait, on écrit un film. C'est un film, la C'est ça. formation par moment. C'est ça. L'enregistrement des voix, le graphisme, les recettages, hein, n'est-ce pas? Oui, tous les, oui. tous les bugs informatiques qu'on peut connaître sur les LMS. C'est Voilà. Mais ça. bon, ça prend du temps, c'est sûr. Mais après, une fois que ça tourne, ça tourne. Et là, vous êtes tranquille pour X temps. Et quand c'est bien monté, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait qu'il faut prendre parfois le temps, c'est qu'après, quand il y a besoin de modifier, ça prend aussi beaucoup moins de temps. Oui, c'est ça. Je donne un petit tips pour l'avoir vécu. Quand ça ne fonctionne pas, les gens de l'outil auteur vous disent que c'est le LMS, les gens du LMS vous disent que c'est l'outil auteur. Ça fait gagner du temps comme ça. Comme on disait tout à l'heure en aparté avant de commencer, c'est que c'est vrai qu'aussi nous, en tant que formateurs, on s'est complètement transformé en technicien informatique un peu de temps en temps. C'est cela, oui. On fait parler les machines. Bah oui, oui, tout à fait. Hein. C'est des compétences additionnelles qui viennent au-delà de nos compétences pédagogiques, nous permettent de transposer dans une dimension qu'on appelle la dimension web, c'est-à-dire cette interface utilisateur qu'on utilise nous face à un écran. Et du coup, là, il y a des règles, il y a des usages, il y a des méthodes de travail.
Et tout ça, il faut que le concepteur pédagogique, l'ingénieur pédagogique soit aussi conscient de ces choses-là. Parce que si c'est pas fonctionnel, ce qu'il fait, si je peux pas le faire fonctionner, ben, même si l'idée est bonne, quoi, ça marche pas, quoi. Comment tiens, si j'ai aussi une petite parenthèse, moi j'utilise un rapport annuel que fait l'ISTF sur le coût de la formation, le coût de production de la formation. Ça calme bien les clients, ça. Oui. Donc c'est intéressant puisqu'écrit est vrai, le rapport est quand même là sérieux. Donc ça peut aider si des fois vous êtes confronté à ça, vous les auditeurs. Vous avez ce rapport qui est édité annuellement, c'est un petit livre blanc qui donne les coûts, qui vous dit combien coûte un quart d'heure de e-learning, combien coûte un escape game, combien coûte, etc., etc. Du coup, les prix sont assez édifiants, mais quand on les rapproche à la réalité de ce qu'on vit sur des projets équivalents, on est très proche de ce qui est dit. Hein. Donc ça fait une bonne base et ça permet de dire un peu aux clients, et regardez dans ce catalogue-là, en fonction de votre budget, vous choisiriez quoi. Et ça évite aussi de faire des allers-retours pour rien, quoi. Il y a aussi le fait qu'on peut dire que dans les entreprises, il y a aussi des budgets formation qui sont oui, tout à donnés fait. Et qui peuvent aller dedans. Certaines entreprises n'utilisent pas ou n'ont pas connaissance, et alors qu'ils cotisent. Ah oui, ils ont de l'argent cagnoté, ils s'en servent pas. Voilà, donc c'est vrai qu'après, à nous formateurs aussi d'adapter en fonction du budget. C'est vrai que parfois, un module e-learning, ça sera ce que l'entreprise peut offrir à ses apprenants, à ses salariés pour les monter en compétences. Mais en tout cas, c'est pas négligeable que de se dire, au moins, ils ont quand même développé une solution pour aider leurs salariés à monter en compétences sur tel ou tel aspect. C'est important pour le personnel, parce que la prise en compte et la montée en compétences dans l'entreprise, c'est aussi un gage de pérennisation sur le poste. Exactement, parce que s'il y en a qui partent, les compétences partent. C'est ça. Mais paraît-il que c'est pas grave, hein, ils partent vers d'autres aventures exceptionnelles, sauf que derrière, tu as quand même perdu des gens compétents, là, c'est la réalité, ça. Tout à fait. Dis-moi une chose importante, moi à laquelle je suis confronté en permanence, c'est l'expert. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu drives un petit peu l'expert en général, hein, on fait jamais pareil parce que c'est jamais les mêmes, mais comment tu t'y prends un peu avec cet expert, toi, la spécialiste de l'ingénierie pédagogique, comment tu fais en sorte que l'expert, qui veut bien sûr t'expliquer que tout ce qu'il dit est important, mais dont toi, il faut que tu retiennes que l'essentiel nécessaire. Donc, comment tu fais ce genre de choses là, ça m'intéresse. Justement, en fait, effectivement, comme tu dis, les experts, comme on dit, ils sont hyper experts, mais c'est vrai que ils ont cette tendance, et je trouve ça génial parce que moi, je sais que je peux être absorbée par un expert sur un sujet ou des domaines parfois que je connais pas. Mais c'est là où justement l'ingénieur pédagogique intervient, c'est d'avoir cette faculté de dire à l'expert, tout est hyper intéressant, mais maintenant, en fait, moi, derrière, j'ai mes apprenants et j'ai besoin, en fait, que des apprenants qui, eux, n'ont pas ton niveau, que, en fait, quelque part, par exemple, si tu es en haut d'un escalier, ton savoir, en fait, eux, s'ils sont en bas, ils n'entendent pas ou ils comprennent pas, ils ont besoin de monter sur les marches. Et donc moi l'idée c'est de lui dire moi ton savoir de toute façon je vais pas y toucher, tu l'as, c'est ok avec ça et c'est génial d'avoir autant d'expertise. Mais maintenant moi mon sujet c'est de monter en compétences par palier quelque part, par étage, jusque les apprenants qu'ils viennent en fait à ta rencontre pour qu'ils arrivent au 4e étage. Et donc c'est pour ça en fait que parfois les experts je peux les faire un peu répéter, ou ils aiment pas trop. Des fois, je dis, je suis obligée, faut redescendre en fait. C'est redescendez de plusieurs étages en fait. C'est que vous, ok, vous savez, mais d'autres, en fait, déjà, ils ont pas 20 ans d'expérience et c'est ok avec ça. Ça veut dire là, on peut pas tricher là-dessus. Et ensuite, en tout cas, moi, je leur fais répéter. Si je comprends pas, je leur pose des questions. Quitte à ce que parfois il y en a aussi qui pensent que je suis complètement ignorante. Mais bon, c'est pas grave. Moi, en fait, mon objectif, c'est de rendre compréhensible ce que me disent les experts pour les apprenants. D'ailleurs, j'ai un exemple où une année, j'avais été formée sur
les prestations dans la complémentaire santé. Je me rappelle, c'était tout ce qui était les prestations obligatoires pour l'assurance, pas l'assurance, la complémentaire santé obligatoire en entreprise. Et donc, il nous avait mis un actuaire, un expert. Je n'ai rien compris des 2 jours de formation. Il était super, hein. Franchement. C'est pour ça aussi que nous, on intervient en tant que pédagogue. Mais par contre, c'était impossible d'arriver à son niveau. En fait, c'était même avec la meilleure volonté du monde. Et je me rappelle, j'étais quand même avec mon directeur. Et on comprenait rien. Et en fait, au final, on a rigolé pendant toute la formation parce qu'en fait, il était bien, mais il nous racontait aussi toute sa vie, tous ses exploits en tant qu'expert. Mais c'est vrai que nous, on était là pour apprendre et qu'on s'est senti un peu frustrés quand même parce qu'on s'est dit, bah, c'est bien, mais on n'a rien compris. Donc c'est ça aussi, c'est de faire comprendre à l'expert que bah en fait il y a rien de mal et c'est top d'être expert, mais que à un moment donné, bah comme il est dans son domaine, bah les gens qui essayent justement d'arriver à ce niveau, bah voilà, il faut qu'ils montent les étages et que nous en tant qu'ingénieurs, on les aide justement à ce que les personnes montent les étages pour qu'ils puissent ensuite s'adresser à eux directement. Ça c'est excellent parce que là tu nous parles de vraie pédagogie. Tu nous parles d'abord d'une progression pédagogique qu'on peut très facilement se modéliser avec un escalier. C'est comment on va attirer. Et tu nous parles d'une deuxième chose qui est importante, c'est la zone proximale de développement. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable à mon niveau d'encaisser comme connaissance nouvelle. Et effectivement, c'est très bien. Ta métaphore du bas et du haut de l'escalier, elle est super. Bah, si je suis au 4e et que je crie et qu'ils sont au rez-de-chaussée, ils m'entendent pas. Bah, Hein. c'est mort, quoi. C'est ça. Et même si tu cries fort, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. C'est totalement ça, c'est totalement ce qu'on vit. Moi, j'ai un petit tips là-dessus. Quand je reviens avec eux sur les différentes étapes, je leur dis OK, et si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Et si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Et tant qu'il me dit oui, tu peux l'enlever, ouais, tu peux l'enlever. Parce qu'après, quand ils redescendent en mode mise à niveau, ils développent encore plus là. Et du coup, c'est pour les réfréner et garder que la substantifique moelle de ce qu'ils nous disent. Donc je dis si j'enlève ça, s'ils le savent pas, est-ce que ça nuit globalement à entre guillemets à l'objectif opérationnel qu'on vit, hein, puisque c'est une succession d'objectifs pédagogiques opérationnels. Est-ce que si j'enlève ça, ça nuit? Et on se rend compte assez facilement que si on les drive dans cette mesure-là, ils arrivent après à compenser tout seuls ce surplus et à rester un petit peu sur l'essentiel. Tu vois? Et je fais un petit travail de pitch aussi avec eux, moi. Je leur dis, tiens, pitch-moi en une phrase qu'il faut que je retienne de ça. Ouais. Mais il me dit, une phrase, c'est pas possible. Bah, j'y mets tente quand même. Ose. Vas-y, fais-moi plaisir. Et en général, c'est pas mal fait là. Ça donne. Et puis il y a la relation que tu as avec l'expert aussi qui est importante. Tu as dit quelque chose de très important. Je respecte absolument votre connaissance, votre savoir. C'est vous qui l'avez. Je m'y substitue pas à vous, moi. Jamais on prend cette place, quoi. C'est bien. Ouais, le formateur, et ça, on en discutait avec une autre formatrice hein, avec qui je travaille et je fais des formations de formateurs avec elle. On disait en fait que finalement, le formateur, il n'est pas forcément expert, mais c'est un référent qui sait chercher où se trouve l'expertise. Tout à fait. Voilà. Il faut justement, nous, on est peut-être experts, on va dire, on est experts en pédagogie, ça c'est sûr. Oui, voilà, bah, c'est bien déjà. Hein. Et toujours aussi se remettre en question quand même, c'est toujours important. Ouais, ils nous le disent d'ailleurs, hein, mais nous on ne sait pas faire comme vous. Par contre, ce qui est très intéressant, moi je fais très vite des maquettes de séquences, de manière à leur faire écouter ou leur faire vivre cette séquence, et pour qu'ils voient que c'est mettez-vous à la place du et regardez ce qu'on a fait, est-ce que vous pensez que c'est bon? Et ça m'aide aussi pour la suite du parcours. C'est-à-dire que si tu as 20-30 séquences à faire, la première, si elle est bien faite, tu la lèches bien comme il faut, puis tu vas bien la proposer, tu vas lui faire vivre en tant qu'apprenant, et du coup, il va mieux comprendre comment toi, tu vas le servir, entre guillemets. Et ça, c'est assez intéressant, parce que bien souvent, ils nous accompagnent dans la conception à travers leur expertise, mais ils voient le produit fini, quoi. Et je trouve qu'une bonne méthode, c'est de leur faire mouiller le maillot avec nous sur la conception. Moi, je leur dis, bah écoute, regarde, il faut qu'ils apprennent ça, hein. L'expertise, elle est trop forte là, et j'ai besoin de vulgariser ça et de faire plus avec moins. Donc, qu'est-ce que tu penses? Voilà ce qu'on a fait. Dis-moi ce que tu en penses. C'est une très bonne méthode pour la suite. Ça fait toujours gagner du temps.
Après, c'est lié à la personne aussi. Hein. Après, tu as aussi l'expert qui se rendait pas compte qu'il était autant expert. Ça. Qui dit ah oui c'est vrai, je dis bah c'est pour ça qu'on vous a mobilisé. Mais voilà, parce qu'il baigne dans son expertise, pour lui c'est son quotidien et il se rendait pas compte qu'il avait un niveau assez élevé en expert, et c'est génial parce que du coup il est content lui aussi, ça lui fait un double effet qui se coule. Tout à fait, moi j'ai fait ça quand j'écris des référentiels avec des experts. Ils prennent conscience de leurs compétences inconscientes. C'est ça. et du coup, ils se disent ah mais c'est vachement bien. Et moi je les vois quand on fait le travail des fois sur une semaine, ça on se voit tous les jours. Ah mais tu sais que cette nuit j'ai réfléchi. Ah ben à tout ça comment j'allais pouvoir le dire, mais c'est vrai que du coup quand je fais ça, mais ça veut il y a ça, il y a ça, il y a ça. Eh oui, tout à fait, c'est bien ça l'idée. Et donc on va faire le il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, nous. Hein Voilà. Et souvent, ce qui est intéressant aussi de les mettre en posture, tu sais, je leur dis présentez-moi le savoir-faire idéal, c'est-à-dire vous. Exprimez-moi comment ça se passe quand on ne sait pas faire et les déboires qu'on rencontre, c'est-à-dire vous dans votre phase d'apprentissage. Et à la fin, donnez-moi la piste, hein, pas à pas, pour que j'arrive à devenir vous, dans l'expertise, hein, je parle. Et ça aussi, ça les guide bien. Ils aiment bien quand on échange comme ça. Mais comme tu l'as dit, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges. Et surtout aussi de leur expliquer que ça va pas leur prendre leur travail. Ah oui, ça... Les rassurer. Sinon, nous, on est morts. Hein. Ouais, moi, avec tous les formateurs et les ingé pédas que j'ai formés, ben, j'aurais plus de boulot il y a longtemps s'ils me prenaient mon boulot. Mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Certains avaient peur de donner leur savoir, alors qu'en fait, c'était juste pour justement monter les gens en compétences. Ouais. Et les aider à faire moins aussi d'erreurs des fois dans certains produits, hein, parce que parfois je vais dans les milieux de la finance, hein, donc c'est assez pointu. Ça demande beaucoup de rigueur. Bah, c'est aussi pour que justement, sans qu'ils aient ce niveau-là, bah, qu'au moins il y ait cette rigueur et cette connaissance globale quand on est dans le milieu de la finance. Julie, tu nous as parlé de milieu de la finance et milieu de l'assurance, ce sont tes milieux natifs, ceux que tu connais. Dis-moi, est-ce que c'est exploitable dans tous les univers et dans tous les milieux? L'escape game. Ouais, ce que tu proposes. Oui, parce qu'en fait, j'ai envie de dire qu'il y a pas mal de choses qui sont transposables. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, dans l'escape game, il y a les soft skills, les hard skills. Bah, les soft skills, par exemple, lorsqu'on est conseiller bancaire, pour l'avoir vécu et accompagné des conseillers en banque, bah, en fait, les gens, et ça a été une de mes premières, un grand étonnement, parce que c'est que les gens vraiment vous racontent leur vie. Ouais. Et donc, il y a quand même, pour le conseiller bancaire, cette capacité aussi d'écoute. Alors, c'est pas des psys non plus, mais d'avoir aussi cette empathie, quelque part, qui peut aider à mesurer aussi le besoin du client. Et donc, bah, cette qualité d'empathie, cette écoute, tout ça, c'est des soft skills qu'on peut aller développer chez d'autres univers, chez d'autres fonctions, comme par exemple les managers, où là, cette année, j'ai beaucoup travaillé sur les techniques de communication et notamment les techniques d'écoute avec des managers, en utilisant aussi de la process com. Donc, c'est vrai que même si on est dans des milieux assurance-banque, il y a des choses qu'on retrouve dans d'autres milieux ou d'autres postes, parce que bah, c'est des compétences qui sont transférables. Il y a juste à adapter avec le milieu dans lequel on évolue. Et d'ailleurs, en fait, même si effectivement je viens de ce secteur, de plus en plus maintenant, je m'ouvre et je force là-dedans, parce que j'ai aussi la casquette de sophrologue, pour faire aussi des formations qui sont très soft skills, gestion du stress, gestion des émotions, mais qui peuvent très bien s'adresser aussi à nos managers. J'ai formé des infirmiers aussi et des aides-soignants dans des CHU, comme très bien je peux former des managers, des conseillers. En fait, c'est des choses, des soft skills qui peuvent s'inviter partout. Par contre, c'est vrai que la hard skills, quand on est vraiment sur de la technique produit assurance, produit bancaire, finance, là, j'avoue, ça va être difficilement transposable dans un CHU Ouais, ou alors dans le service comptabilité et encore. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est soft skills,
ça peut dépasser le domaine, on va dire, banque assurance. Tu peux me dire qu'est-ce qui a fait ton choix, cette orientation vers cette dimension d'escape game? Comment tu l'as rencontré initialement? Et comment tu as fait ce choix? Parce que tu aurais pu rester sur quelque chose de totalement classique. Bah, déjà, j'avoue, j'ai beaucoup de chance là-dessus. C'est un client qui avait déjà fait un escape game et qui ont eu des super retours. Et donc, ils en ont commandé une deuxième phase dans le projet. Et donc cette deuxième phase m'a été confiée parce que, bah, en fait, ils aiment ma créativité. Et que le fait, même si effectivement on traite sur des sujets très techniques, c'est vrai, je parle beaucoup de technique, mais je vous assure que l'assurance c'est très technique. Mm. Et bah que j'arrive toujours à trouver quelque chose de créatif malgré le fait, en tout cas c'est ma réputation dans l'assurance, malgré le fait que le produit en lui-même s'y prête pas forcément. Ouais. C'est comment faire du fun dans quelque chose qui est pas forcément fun, mais en gardant quand même un certain cadre et de la rigueur. Donc ça va pas ensemble. Ouais, culturellement, tes influences, c'est quoi? Qu'est-ce que t'aimes en dehors de la formation? Lecture, cinéma, raconte-nous un peu ça. Alors, en dehors de la formation randonnée, Ouais. yoga, voyage, tout ce qui est en lien avec la nature, ça me fait énormément de bien. Bah, je me rends compte que je lis beaucoup sur la formation. Ah Oui, bon? oui, voilà. Tout ce qui est aussi développement personnel, voilà, tout ce qui est lié aux gestion du stress, des émotions, c'est vraiment quelque chose. Bah oui, je suis vraiment passionnée là-dessus. Ça, j'avoue, j'ai pas d'autres lectures. Je crois que même cet été, j'ai essayé de lire un livre, mais j'épluche énormément sur LinkedIn tous les articles que je peux trouver en lien avec la formation. Et dernièrement, nouveau sujet passion, c'est l'IA. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'aime? Bah, sinon aussi des choses tout basiques, manger. J'adore tester des nouveaux restaurants ou tester des nouvelles recettes, ou alors je vais m'inspirer des recettes des restaurants pour essayer de les reproduire chez moi. Je sais pas si c'est le côté formateur. Ouais. Et puis dormir. Ouais. Je vous dis très basique, hein. Et aussi partager des moments avec des amis, des moments de convivialité, d'échange, de partage, de rigoler en fait. Ouais. Voilà, peut-être comme dirait un certain Ous connu, Balou, il en faut peu pour être heureux. Mais voilà, mais c'est vrai que merci pour l'histoire du livre, c'est qu'en fait je me rends compte que je lis beaucoup sur la formation. Ouais. Alors tu sais, moi c'est pareil, mais je finis par lire des trucs que je sais déjà que je sais ce que c'est. Donc du coup c'est vraiment perverse comme système, hein. Là, je relis des livres qui m'expliquent des concepts que je connais. Et pourtant je les lis, il y a un truc bizarre là-dedans, hein. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, c'est que c'est un peu, bah, c'est l'intérêt qu'on porte à la formation, quoi. C'est surtout ça. Au fait que les gens apprennent. Dis-moi, comment tu qualifierais cette expérience d'apprentissage qu'est l'escape game? En quelques mots, tu le qualifierais comment? Mais c'est vraiment la dimension d'expérience qui m'intéresse. Bah, pour moi, en tant qu'expérience bah, en fait, le côté d'évasion du quotidien, quelque part. En tant que formation, enfin, on s'évade un petit peu, un temps. Ça permet aussi d'avoir une expérience utilisateur bah, qui est captif, hein. Enfin, moi, je trouve d'essayer. En fait, moi, l'idée, c'est que la personne, pendant 20 minutes, elle se prenne au jeu. Stimulant aussi, c'est-à-dire de mettre la lumière, enfin, éveiller un petit peu des lumières dans le cerveau, en tout cas, j'espère, à travers le jeu. De trouver aussi un équilibre hein, dans tout ça, c'est-à-dire à la fois que ça soit le jeu, mais qu'on apprenne également. Comment dire euh, euh, comment l'expliquer. Enfin,
D'avoir de l'interactivité malgré le fait que ça soit quelque chose qui n'est pas forcément une interaction humaine. Ouais, bah oui, tout à fait. On a besoin de toute façon d'interactivité, parce qu'on tient pas 20 minutes face à un truc où on n'a pas compris ce qui se passe, où on ne sait pas quels sont les objectifs. Il y a tout le conditionnement en amont de dire aujourd'hui vous rencontrez cette difficulté, c'est bien vous. Ok, écoutez, grâce à ce pas de 20 minutes, on va réduire ce problème et puis vous allez plus l'avoir, quoi. Vous allez profiter pleinement de ce qu'il apporte. C'est vraiment dans cette dimension-là de partage d'objectifs que les gens s'engagent aussi. Mais pour ça, il faut que ça les engage sur leurs problématiques. D'où l'utilité de ce que tu disais au début, de bien connaître leurs besoins. Ouais. Et c'est aussi, quelque part, on les entraîne à de la résolution de problèmes, en fait. Ouais. Bah c'est oui. un peu masqué, mais il y a ça aussi, c'est la partie réflexion sur par exemple, les énigmes. Bah, en vrai, c'est pour aussi... Il y a des formations maintenant, comment positiver et résoudre des problèmes, en fait. Oui. J'en ai fait cette année aussi, des webinaires là-dessus. Et c'est vrai que c'est aussi des choses maintenant sur lesquelles on se penche, de dire, en fait, comment on peut résoudre des problèmes sans que ça tourne au conflit, en trouvant des solutions, en étant tourné justement solution et pas il y a des problèmes, ça va pas. Ouais. Mais pas regarder que le mur qui est devant nous, mais regarder un peu comment on va le contourner pour aller dans un monde meilleur, quoi. Ouais. Et puis ça permet aussi l'apprentissage, la mémorisation. Et c'est aussi un temps qui finalement est assez court, une expérience immersive. Ça permet d'apprendre de manière active, puis c'est pratique en fait, parce qu'ils se connectent, pouf, on y va. Et puis ça permet aussi, si je me mets du côté du client, d'optimiser le temps de formation et de maximiser l'impact sur les apprenants. Et ça aussi, c'est pour ça que le client est revenu en disant c'est top les escape games, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens avaient bien aimé, que les apprenants avaient trouvé ça bien, que ça changeait de format, que c'était nouveau dans le cadre en tout cas des banques, assurances. Et que ils avaient eu un retour positif et qu'ils avaient envie de continuer à développer là-dessus pour justement, je pense qu'ils sont aussi à l'écoute. Et ça, c'est aussi, je trouve ça top, de leurs apprenants. Oui, et puis tu le suis facilement avec les complétudes de parcours. Tu vois bien s'ils sont allés ou pas, quoi. Ouais. Et en général, si t'en as qui vont direct et qui s'amusent, ils le disent aux autres. Ouais, mais vas-y, c'est pas chiant, tu vas voir, ça va être bien. Et du coup, c'est intéressant de favoriser la promotion interne aussi du produit entre les personnes. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur tes escape games ? Écoute, non, à part peut-être une petite checklist de la trousse à outils, du parfait formateur en escape game. Enfin, je sais. Mais ça c'est super. Je suis preneur, moi, d'une caisse à outils, ça m'intéresse. Donc j'ai envie de dire des petits conseils, des tips, parce que c'est très à la mode aussi de donner des tips. Et je trouve ça pas mal aussi de s'échanger des astuces. Donc c'est donc quelques règles, on va dire, que je me suis mis en tête, quelques conseils après que je peux donner, c'est déjà effectivement, et ça tu le disais aussi tout à l'heure, c'est de bien définir clairement les objectifs de l'activité et choisir les jeux appropriés en fonction des objectifs. Bien évidemment, enfin ça paraît logique, mais c'est bien aussi. Puis en fait, cet exercice-là, je trouve qu'on le fait souvent parce que au client, pour lui expliquer en fait pourquoi tel jeu. Donc et pas un autre, et en quoi ça va être bénéfique aux apprenants. De bien préparer aussi les énigmes, si vous glissez des énigmes, parce que c'est pareil, si vous n'arrivez pas à résoudre votre énigme, ça c'est énorme. Ils vont pas le faire. Et donc entre guillemets matériel digital derrière, quoi. Donc si vous, en fait c'est tout, enfin en fait vous créez une histoire. Donc une fois que l'histoire est là, c'est la faisabilité de l'histoire. Donc prévoir suffisamment de temps pour l'activité. Donc se dire, est-ce que si je leur laisse 2 minutes, est-ce qu'il va avoir le temps en fait? Donc c'est toujours pareil. Mon énigme, il faut qu'elle soit au niveau de mes apprenants. Et là, on repart dans nos escaliers. Oui. Bah oui. Encourager aussi l'apprenant avec, tu sais, comme tu parlais des feedbacks, de dire ok, t'as pas trouvé là, mais tu vas donner la possibilité de se tromper. Et ça, c'est quelque chose aussi qui revient souvent en formation. Mais en fait, on est là pour apprendre. Donc s'il y a bien un endroit où on peut se tromper, c'est en formation. Surtout, oui. Et surtout, donc fournir effectivement les débriefings après le jeu aussi, participants si c'est possible.
Et puis, en fait, après, ils font peut-être des comparaisons. Donc, moi, ils sont individuels, mais si vous faites en équipe, célébrez les victoires des équipes. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en digital, ça va être plutôt une personne. Ça va être compliqué à plusieurs, ou alors il faut qu'ils se connectent en même temps. Mais là, on fait un peu du gaming. Mais sinon, si c'est en présentiel, effectivement, ça se transpose très bien. Là, ça va être des équipes. Donc ça aussi, c'est pareil. Il y a des tips que vous pouvez mettre en présentiel. Pour le fournisseur, tout à l'heure, tu me demandais. L'idée, c'est de trouver un fournisseur qui a de l'expérience, qui peut personnaliser. Parce que, pareil, si vous avez envie, si vos clients ils demandent un décor bien spécifique, il faut qu'ils soient en capacité de le créer. Ouais. Alors, l'IA nous aide beaucoup maintenant pour ça. Oui, exact. Ouais, l'IA, tu pourrais refaire un sujet là-dessus. Ouais, franchement, l'autre jour, j'ai fait des tests avec. J'ai vu un truc sur Photoshop là où je fais une photo de moi verticale sur un fond et je transforme complètement le fond avec l'IA juste en lui disant voilà, ici, mets-moi des plantes vertes, fais-moi bouger le fond de façon aléatoire dans ces 2 tonalités chromatiques. L'autre, il te fait ça les doigts dans le nez, c'est un truc de fou, quoi. C'est pour créer des arrière-plans, c'est génial, quoi. Donc, qui dit arrière-plan dit décor. Voilà, il y a vraiment des trucs. Oui, non, mais je me rappelle plus du nom de l'IA qui crée des dessins à la carte. On lui dit tu veux une licorne avec une bouée, il faut une ça c'est licorne avec une bouée. mid-journée, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, alors c'est assez bien quand tu veux dessiner des licornes qui font du skateboard. Par contre, quand tu veux mettre 5 professionnels médicaux en train de discuter ensemble, ils ont facilement 6 doigts à chaque main. Et c'est pas encore ça quand même. Quand c'est trop simple, quand c'est pas fantasmagorique, je crois que c'est plus compliqué parce que j'en ai vécu moi. Mais comme toute chose, on est là en observateur. Moi, je m'excite pas sur ce qui se fait parce que tous les jours, je me rends compte que ce que j'avais envie de faire au mois de mars, ça y est, maintenant, ça le fait tout seul. Donc du coup, si je me pose la question en tant que concepteur pédagogique, il y en a d'autres qui se la posent et les résolutions elles viennent automatiquement. Donc faut pas s'inquiéter, le temps travaille pour nous. Ça va venir et je pense qu'il faut apprendre à composer plutôt qu'en avoir peur. Oh oui. Et être très conscient aussi des risques. Mais ça, je pense que tout le monde est en alerte rouge, en tout cas là-dessus, donc on va voir. Tu sais, moi je compare ça quand j'étais gamin. Ma grand-mère me disait, faut pas allumer la lumière parce que ça vous brûlera les yeux, elle nous disait. Donc Oui, tu vois bien que si on n'avait pas allumé la lumière, on serait quand même toujours dans la grotte avec la bougie. Donc du coup, effectivement, c'est normal qu'il y ait des restrictions. C'est normal qu'il y ait des gens qui aient des craintes, hein, parce que quand t'as pas une expertise pointue, quand tu fais entre guillemets un peu du générique, moi je le rencontre par exemple chez les codeurs, ils se rendent compte que les IA elles codent parfaitement. Hein. Donc oui, tout à fait. mais le codeur, la différence ce que je leur dis moi quand j'enseigne avec eux, je leur dis mais attends, la prise de brief, c'est pas l'IA qui va la faire. La détermination du cahier des charges, c'est pas l'IA qui va la faire. Donc toi, tu restes encore le maître à bord. Hein. Par contre, fais-toi aider pour développer des bouts de code au lieu d'y passer 3 plombes. C'est ça, en fait, c'est un assistant. C'est ça, c'est un assistant. Et ça leur fait gagner du temps. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, les gens pensent que l'IA, ça se substitue et que c'est nouveau. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé pour l'armée et notamment avec des trucs sur des hélicoptères de combat. Un hélicoptère de combat, un pilote ne peut pas le faire décoller. C'est l'IA qui le fait décoller. C'est parce qu'il y a trop de paramètres à analyser. Et du coup, les pilotes d'avion, les pilotes d'hélicoptère, ça fait 15 ans qu'ils ont des ordinateurs qui les aident dans leur processus. Mais il y a toujours un pilote dans l'avion, hein, faut pas se leurrer. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, faut pas qu'on ait des craintes. Au contraire, il faut qu'on s'en serve comme des assistants. Ils sont notre service en vrai. Exactement. Voilà. Bien, et juste pour finir, du coup, juste parce que tu parlais de comment tu peux mesurer l'impact. Donc après, évaluer la satisfaction aussi des apprenants, de donner leur avis sur l'activité, ce qu'ils ont appris. Et puis les résultats commerciaux, hein, comme tu parlais de ROI, de voir le avant-après, le jeu, pour voir l'impact sur la performance de l'équipe. Oui, comment ça se met en place? Là, on est dans les niveaux 3 et 4 de Kirkpatrick, quoi. Comment on l'évalue en situation travail et comment on a un ROE, un retour sur efficience, sur la partie entreprise? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? C'est important, ces critères-là. C'est eux les commanditaires, donc il faut qu'on le mesure avec les outils que eux utilisent pour mesurer. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui est intéressant, et le chiffre d'affaires, et
le bien-être au travail, c'est des choses qui peuvent s'évaluer voilà, assez facilement avec des avant-après. Donc voilà, c'est intéressant de bien faire cette phase. Ben écoute, Julie, je te remercie pour tout ce partage. Écoute, merci à toi aussi. C'était un plaisir que de pouvoir participer à ton podcast en espérant d'avoir donné des astuces ou des envies ou juste ceux qui en font déjà, qui se disent ah bah tiens, c'est pareil, je fais pareil. Je fais pareil aussi. Écoute, en tout cas, je me souviens du message initial que tu m'as envoyé. Tu voulais donner envie aux gens de faire de la formation. Ben écoute, tout au long de cet entretien, moi j'ai eu envie de t'écouter, j'ai eu envie d'écouter ta bonne humeur, et je suis sûr que tu atteins ton objectif et que tu donneras envie à des gens de faire de la formation. Les générations futures le diront. Ça, j'en sais rien. Ça sera de ta faute. Voilà, tous formateurs. C'est ça. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous avez, comme moi, pris beaucoup de plaisir à écouter Julie. Et puis, écoutez, Julie, je te remercie. Merci encore une fois, Laurent. Merci à ceux qui ont pris le temps aussi d'écouter. Et écoutez, me concernant, je vous retrouve pour de nouveaux épisodes du podcast de la formation.